Donc on est là aujourd'hui pour parler de performance industrielle. La performance, le nerf de la guerre. On essaye tous de faire au mieux, tout le temps, toute notre vie. Et comment ça se passe dans l'industrie, pharmaceutique dans notre cas. On va voir ça ensemble. Donc je vais me présenter, je suis Samy Degurand, je suis ingénieur en amélioration continue. Et aujourd'hui je travaille chez TipTrack, donc fournisseur de performance pour l'industrie et plus encore. Donc on va revenir aux bases. La performance, c'est bien, mais comment ça se mesure, surtout dans nos industries? On va commencer par parler de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? Le client est prêt à payer pour un service, pour un produit. Il paye pour cette valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce pourquoi le client paye. Après, il y a tout le reste, la non-valeur ajoutée. Dans l'industrie, elle est nombreuse, il y a beaucoup de non-valeur ajoutée. On ne peut pas y échapper. Il faut qu'on vive avec. Ici, on voit sur un produit qu'on vend au client, en vert, on a la valeur ajoutée, en rouge, la non-valeur ajoutée. L'objectif, quand on travaille sur la performance, c'est de réduire cette part de non-valeur ajoutée et de la transformer en valeur ajoutée. Donc d'utiliser notre énergie, l'énergie des gens avec qui on travaille, l'énergie dans le sens énergétique, pour faire de la valeur ajoutée. Ici, on zoome, on voit, en orange, on veut réduire cette non-valeur ajoutée process, du temps perdu, de l'énergie gaspillée, et pour garder que le minimum syndical. Donc cette performance, quand on a des machines, quand on produit quelque chose, on la mesure en France avec le TRS. Dans le monde, on la mesure avec l'OII, c'est le même indicateur. Cet indicateur, il est composé de trois choses. Il y a trois composantes au TRS. On a la qualité, on produit quelque chose de bon que l'on peut vendre. Donc selon ce que l'on produit, il y a différentes mesures de la qualité, hein, mais chacun ses propres mesures. Ensuite, il y a la performance. On le produit, d'accord, mais est-ce qu'on le produit à la bonne vitesse? Les machines, elles ont un temps de cycle. Si elles n'ont pas de temps de cycle, elles ont un débit. Elles sont censées produire quelque chose à une vitesse donnée. Si on produit moins vite, on perd du temps. C'est une des composantes du TRS. Ensuite, il y a la disponibilité. Notre équipement, on a besoin qu'il puisse produire quand on en a besoin. C'est-à-dire que si à l'instant T, on a besoin de produire pour livrer notre client à l'heure et que la machine, l'équipement n'en est pas capable, on perd en disponibilité. Cette composante, ça peut être les pannes, ça peut être dû à l'organisation, ça peut être dû au flux, ça peut être dû à maintes et maintes choses. Pour grossir cette valeur ajoutée, il faut connaître ce qui impacte sur la disponibilité pour que notre machine soit la plus disponible possible. Dans l'idéal, 100% du temps. Alors on parlait du TRS, voilà comment il se compose. On va partir tout en haut d'une journée de 24 heures. Donc 24 heures, c'est le temps total de notre journée. Ensuite, on a le temps d'ouverture, puisqu'il y a une partie de la nuit, on ne travaille peut-être pas en 3/8, on est en 2/8, où l'usine est fermée. Donc on déduit ce temps, c'est la fermeture. En dessous, on a les arrêts volontaires ou prévus. Les arrêts volontaires, les arrêts prévus, ça va être les maintenances planifiées, ça va être les pauses, ça va être tout ce qui, naturellement, empêche de produire. Toutes les machines ne sont pas 100% automatiques, on ne peut pas les faire produire tout le temps, on a besoin de l'homme. Quand l'homme n'est pas là, elle est à l'arrêt, c'est fait partie du temps requis. L'étape d'après, c'est les arrêts induits. Les micro-arrêts, les problèmes de flux, les problèmes d'organisation, de matières premières. Toutes ces choses-là peuvent arrêter notre machine. Ces arrêts font perdre du temps, font perdre de l'énergie. Ils impactent là notre TRS. On est rentré dans le TRS. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, sur nos 24 heures, il nous reste, on va dire, une dizaine d'heures. Ça dépend des performances de vos machines. Sur cette dizaine d'heures, on produit. On produit d'accord, mais à quelle vitesse? On y revient, la cadence. La cadence, elle est donnée à T, à combien vous êtes par rapport à cette cadence T. Et en cadence, dans le TRS, on ne parle pas de la moyenne que l'on sait faire à peu près sur 7 jours glissants. On parle du minimum répétable. C'est-à-dire que dans le cas idéal où la machine est à fond, c'est le minimum répétable. C'est la cadence idéale. Et ensuite,
La non-qualité, on a produit, d'accord, la cadence est bonne, ok, mais est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces produits? Est-ce qu'ils vont être vendables aux clients? C'est la qualité. Donc ça, hein, c'est tiré de la norme NF, bon elle est européenne aussi maintenant, c'est une norme, elle est disponible à tous par la FNOR. Alors tout se ramène à l'impact financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gagner en disponibilité, pour gagner en performance, pour gagner en qualité, ça va avoir un coût. On va mettre de l'argent pour augmenter ces trois composantes, pour augmenter donc notre TRS. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi dépenser cet argent? Pour récupérer quoi? Pour récupérer du cash? Pour récupérer des clients? Pour récupérer de la satisfaction, de la livraison à l'heure? Il y a toutes ces composantes qui rentrent dans la performance et qui sont au-delà de l'augmentation du TRS pur. Alors les gaspillages, les pertes en performance. Il y a 7 gaspillages aujourd'hui dans le Lean qui sont, alors 8 si on pense à la surcompétence, ici on n'en parle pas, 7 gaspillages qui vont vous faire perdre de la valeur ajoutée, qui vont transformer votre valeur ajoutée en non-valeur ajoutée. Alors le premier, c'est les défauts. Donc c'est quand on fabrique des pièces de mauvaise qualité. La qualité n'est pas bonne, les produits ne sont pas vendables. Au mieux, on peut les retravailler, on peut les réemballer selon les circonstances, mais on va pouvoir les vendre, on va pouvoir en faire quelque chose. Mais on perd du temps, on perd de l'énergie. La surproduction. La surproduction a un coût. Livrer le client à l'heure est important, faire des stocks, ça a un coût. C'est des dates qui avancent, c'est un coût au sol de stockage, c'est de la manutention. C'est un des 7 gaspillages. Les mouvements, ça va avec la surproduction. Notre stock, on le déplace d'un point A à un point B, dans l'usine, les chariots, peu importe, on le fait tous. Et ça, à tout instant de notre vie, quand on fait une omelette et qu'on a oublié le sel dans le salon, eh ben, on fait les allers-retours. Ça fait partie des gaspillages. À la maison, c'est pas grave. À l'usine, à l'échelle de 200, 300, 400 personnes, c'est des centaines d'heures chaque année qui sont gaspillées. Le transport, ici, on parle de transport routier ou avion, transport à l'extérieur de l'industrie. Quand on est en retard, on va prendre un taxi pour livrer le client à l'heure. J'ai déjà vu des usines qui commandaient des hélicoptères. Ça, c'est des gaspillages, puisqu'un manque d'anticipation, un manque d'organisation, un manque de flux, enfin des flux mal organisés, font dépenser de l'argent, font dépenser de l'énergie dans la valeur ajoutée. Et toutes les personnes qui travaillent autour de ça auraient d'autres choses plus intéressantes à faire si les problèmes n'avaient pas lieu. Les stocks, on en a parlé avec la surproduction, les stocks qui ont un coût de stockage. Le surprocessing, donc la surqualité, c'est faire mieux que ce que le client attend. Alors rarement les clients s'en plaignent, mais dans l'atelier, ça a un coût. Ça a un coût au niveau des opérateurs, au niveau de la main-d'œuvre, mais ça a aussi un coût machine, au niveau des outils, on use plus les outils, on use plus les moules. Encore une fois, c'est un gaspillage. Et l'attente, produire juste à temps par exemple, c'est économiser de l'argent. Une pièce qui attend perd de la valeur, une pièce qui attend, c'est du gaspillage. Idem pour la main-d'œuvre. Alors les conséquences de ces gaspillages, elles sont vraiment diverses. Alors déjà, il y a la perte d'argent, ça c'est évident. Ensuite, on a la baisse de motivation dans l'atelier. Des opérateurs, des techniciens, des managers qui dépensent leur énergie pour de la non-valeur ajoutée, qui dépensent leur énergie pour rattraper des boulettes, qui dépensent leur énergie à côté. Ça baisse le moral, ça a un impact sur la qualité du travail qui est effectué. On a aussi des gaspillages énergétiques. Alors énergétique au sens divers du terme, je pense notamment à l'écologie, à l'énergie pure, l'électricité, le gaz, le pétrole. Tout ça, c'est de l'énergie qu'on brûle, la planète qu'on brûle, entre guillemets, tout ça à petite échelle, mais si on peut l'éviter, évitons-le. Ça fera économiser de l'argent, et en plus, le monde nous le rendra. Et ensuite, tout ça peut aussi avoir un impact sur nos clients, puisque c'est une livraison qui ne sera pas à l'heure, c'est de la qualité, de la mauvaise qualité qui sera fournie, c'est un retour client, personne ne souhaite ça. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur ces 3 composantes du TRS, parce que l'impact au-delà des financiers est beaucoup plus large. Alors aujourd'hui, on a tendance à utiliser la technologie pour s'aider, pour avancer sur ces 3 composantes, pour avancer sur tous ces gaspillages. Mais la technologie seule n'est pas suffisante. Pas pour l'instant en tout cas.
Donc voilà, là on va y voir une petite comparaison, un problème. Il y a deux problèmes. Je vais vous demander de les résoudre dans votre tête. Si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Donc voilà. Premier problème, calculer pi fois 2,6172. Je suppose que personne n'a réussi de tête. Maintenant, deuxième problème, je vous demande à côté, qui suis-je? Tout le monde a la réponse. Tout le monde autour de la Terre a la réponse. Il y a un problème qui va être très facile, très simple pour l'homme, l'autre qui va être très compliqué pour l'homme. Et à l'inverse, pour la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors de moins en moins, mais grâce à l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on demande à un ordinateur qui suis-je avec la tour Eiffel, ça va être difficile, ça va être des heures de programme pour essayer de faire un système qui analyse l'image et qui la transforme en tour Eiffel et qui vous le dit. Alors Google sait le faire, on n'a pas tous la chance d'être Google. En parallèle, le calcul très simple pour une calculatrice basique est pour vous de tête beaucoup plus compliqué. Cette petite comparaison pour vous montrer que la technologie peut nous aider, mais elle n'a pas sa place partout et tout le temps. Il faut garder le savoir-faire de l'homme, il faut garder l'esprit d'analyse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation. Donc là, on a fait un sondage au Global Industries sur quels sont les retours attendus dans les 5 prochaines années pour la digitalisation. Donc il y a 2,7% des personnes qui ont répondu plus de revenus, on veut gagner de l'argent, plus d'argent, et d'autres qui ont misé sur la réduction des coûts. Donc réduire les coûts. On veut produire pareil, mais en dépensant moins d'argent. C'est les deux composantes du TRS qu'on peut faire. Quand on va améliorer notre TRS, c'est les deux choses qui peuvent avoir lieu. Soit on va gagner en productivité, donc on va pouvoir produire plus, livrer plus de clients, livrer plus de produits, gagner plus d'argent. Soit on va pouvoir produire pareil, mais en employant moins de monde ou en dépensant moins d'énergie. Dans l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, j'ai ma petite idée sur dans quelle direction on veut aller, surtout avec ce qui se passe en ce moment, mais la question se pose. Alors les projets de transformation digitale, donc de transformation des usines, on vient équiper les usines, on vient mesurer mieux le TRS et essayer de l'améliorer. Comment ça se passe? Donc là, c'est des chiffres qui ne sont pas inventés, hein, qui sont issus du KPMG. Donc le résultat, c'est 31% des projets livrés à temps. 31% des projets livrés à temps. C'est même pas la moitié, c'est même pas le tiers. 33% atteignent leurs objectifs finaux, initiaux. Ça veut dire qu'on part avec des objectifs, on met en place un système dans notre usine, on investit de l'argent, du temps, et à la fin, on a encore une fois le tiers des objectifs qui sont atteints. Ou plutôt, les objectifs sont atteints dans un tiers des cas. 29% des projets sont livrés au budget. Ça veut dire que 71% des projets dépassent le budget initial. Et enfin, au niveau des donneurs d'ordre, 34% sont satisfaits. Ça veut dire que quand on digitalise une usine, quand on arrive avec l'industrie 4.0, je mets des guillemets, c'est très large et ça veut tout dire, on a une grande part de déçus. Pourquoi? Puisqu'on rêve de l'industrie 4.0, on l'idéalise, on pense qu'elle va résoudre tous nos problèmes, mais c'est pas vrai. En fait, sans l'homme, en misant tout sur l'industrie 4.0, en misant tout sur la digitalisation, on perd de vue que l'homme qui est derrière, il pourra moins interagir et ça va pas aller dans le sens qu'on veut. Alors on finira par y arriver, mais pas à la livraison. Deuxième petit exercice, qui est le plus précis? Donc là, on a un robot de soudure et un réparateur de montres, ou un assembleur, on n'a pas le détail, qui est en train d'insérer une petite pièce avec une pince à épiler. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on va avancer. Donc, je le disais, tout tourne autour de l'humain. La technologie n'est qu'un outil pour l'aider. On ne peut pas remplacer l'homme. Voilà, on parlait tout à l'heure du projet de transformation, de la digitalisation d'un atelier, de l'ajout de composantes électroniques d'industrie 4.0, la connexion d'une usine. Alors, l'ajout de nouveaux KPI dû à la mesure, à la mesure électronique, dû à la connexion de l'usine, apporte des réactions humaines à tous les stades de l'usine, aussi bien au niveau des opérateurs. On a un nouvel indicateur dans notre atelier, on a un nouveau tableau, qu'est-ce qu'on doit en faire, comment on doit interagir avec. C'est bien beau de mettre une télé avec un chiffre au-dessus de la machine, mais l'opérateur qui travaille sur la machine, il doit savoir, il doit pouvoir s'en servir. Il doit s'en servir comme d'un outil et non pas comme de la décoration.
Ça permet d'ajuster les process, ça permet de modifier, si l'humain participe, hein, ça va lui permettre d'agir pour faire monter les valeurs de ses KPI. Il est indispensable d'investir tous les opérateurs dans ces projets de digitalisation. C'est la clé du succès. Normalement, les comportements doivent évoluer. Ça veut dire on doit adapter nos réactions avec la machine pour travailler avec la machine. Je parle évidemment pas de la machine de production, mais de la digitalisation. On doit adapter notre comportement pour grandir la production. On y reste à notre objectif, hein, diminuer les de gaspillage, augmenter la valeur ajoutée, pardon. Alors, on parle d'argent, le ROI c'est important. On investit, on veut avoir un retour sur investissement, on veut que cet argent dépensé revienne dans la caisse. D'accord, mais pas que. Il y a la volonté de performance, on en parlait, c'est humain. Alors, aussi bien au niveau de la direction, qui veut gagner plus d'argent, qu'au niveau du management, qui veut avoir un atelier bien tenu, entre guillemets, d'avoir un atelier performant, de ne pas avoir de non-valeur ajoutée, et aussi bien au niveau de l'opérateur, qui lui veut servir à quelque chose, qui lui veut pas perdre son temps à courir partout, et ça on l'a tous vécu. On veut aussi du cash, dépenser de l'argent, c'est bien, mais si c'est pour savoir qu'il va revenir avec un retour sur investissement, c'est encore mieux. Malheureusement, on ne peut pas toujours sortir beaucoup de cash. Il faut pouvoir garder de la trésorerie en cas de besoin. Ça, c'est nécessaire. Et puis surtout, il faut garder les compétences internes, continuer à échanger avec les clients, n'importe quoi. Continuer, donc garder les compétences et amorcer le changement dans l'atelier. Donc aujourd'hui, ça c'est les chiffres de TipTrack. Aujourd'hui, nous on suit la performance et la non-performance dans des centaines d'usines à travers le monde. On a des chiffres aujourd'hui. 80% des causes d'arrêt des machines sont contextuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 80% des causes d'arrêt des machines ne sont pas dues à la machine en elle-même. C'est dû à tout ce qui l'entoure. Il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Il y a les flux, les matières premières, les pièces qui sortent, qui rentrent. On a l'humain qui vient, qui démarre, qui règle. On a les énergies, l'air comprimé, le gaz, l'électricité. Toutes ces choses-là influent sur le fonctionnement de la machine. Et aujourd'hui, on est capable de dire que dans 80% des arrêts des machines, il s'agit d'un arrêt contextuel. Ensuite, sans un suivi assidu et précis des machines, les usines perdent 5 à 30 points de performance. Ça, on le voit très facilement. On prend une usine, un atelier standard qui fabrique, peu importe. On vient installer un système de suivi sur la machine. Un système de suivi semi-automatique, donc on mesure le fonctionnement de la machine et le non-fonctionnement, et puis derrière, c'est l'opérateur qui renseigne les causes, à la seconde près. Et bien, rien que l'installation du système génère 5 à 30 points d'augmentation du TRS. C'est-à-dire qu'en regardant ce qui se passe, naturellement, la courbe va monter. Ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on voit. Et ça marche à tous les coups. Et au-delà d'installer un système digital, ça se voit dans l'autre sens quand on ne suit pas du tout la performance et puis qu'on dit aujourd'hui on va commencer le bâtonnage papier, voilà un papier, on va mettre pourquoi on a arrêté. Et bien on verra cette même montée en performance avec la digitalisation. C'est une nouvelle étape. Ces saisies manuelles, je parlais du bâtonnage papier, c'est bien, ça permet de monter déjà le premier cran, mais ça prend du temps, c'est de la non-valeur ajoutée. Le client ne paye pas pour que l'opérateur mette des bâtons dans des cases, ne paye pas pour que l'opérateur renseigne les causes d'arrêt. Ces saisies manuelles représentent plusieurs centaines de milliers d'euros, selon la taille de l'usine, selon la taille des groupes. Mais aujourd'hui, c'est de la non-valeur ajoutée pure. Aucun client n'est prêt à payer pour du crayon de papier sur du papier. Alors le choix de l'outil, c'est pour ça, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hein, la valeur de l'humain, son intelligence, c'est pour ça qu'il est important de choisir un bon outil. Ici, je vais vous parler d'un outil que je connais bien. On vient acquérir les données. Donc on va brancher un capteur, brancher un module sur la machine qui va mesurer le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la machine. Et si fonctionnement, la vitesse par rapport au temps de cycle. Il est important de mesurer le temps de cycle par rapport au minimum répétable. Ensuite, ces informations, on sait quand la machine fonctionne, quand la machine ne fonctionne pas. Il nous manque une composante, il nous manque pourquoi elle est à l'arrêt. Donc là, on va demander à l'opérateur, et seulement à l'opérateur, d'indiquer la cause d'arrêt.
Ça permet d'avoir son intelligence. L'automate de la machine n'est pas capable de savoir pourquoi l'opérateur n'est pas devant, n'est pas capable de savoir pourquoi l'alimentation en matière première elle est vide. Elle est capable de dire pas de matière première. L'humain va être capable de dire pas de matière première parce que j'étais parti aider sur la machine d'à côté. Et donc ça a de la valeur ajoutée pour le management derrière. Ensuite, toutes ces données, elles sont consolidées. On en fait des Pareto, on en fait des graphiques, des diagrammes. On veut les utiliser. Il est important, aujourd'hui, c'est souvent fait sous Excel dans les usines, de moins en moins, on espère. C'est du temps passé, c'est de la non-valeur ajoutée. C'est prendre des cases, les faire glisser, des copier, des coller, on met un graphique, ça permet de le présenter. Sur le principe, c'est de la non-valeur ajoutée pure. Ça, aujourd'hui, on demande au système de le faire, c'est du temps gagné. On se fait livrer les résultats tout cuits, dans la bonne forme, dans la forme que l'on a demandé. Et enfin, derrière, le traitement de ces données, encore une fois, c'est l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut traiter toutes ces données et faire avancer l'usine, faire avancer la performance, et donc traiter ces causes et mettre en place des actions pour corriger cette non-performance et aller dans la performance. Donc comment on traite ces causes? Première étape, on les comprend. Deuxième étape, on les priorise. La tête de Pareto, ça parle à tout le monde. On affecte les bonnes personnes sur les bonnes missions. Et enfin, on agit. Chacun sa méthode de gestion de projet. Mais l'important, c'est d'agir et d'avancer, de traiter ces causes de non-performance. Tout le monde vous dira merci, aussi bien tout en haut que tout en bas. Travailler pour quelque chose, je crois que c'est le souhait de tout le monde, depuis le directeur jusqu'à l'opérateur. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et puis je suis disponible pour échanger.